Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours hors du commun. Elle est sourde, profonde. Virginie Delalande a défié tous les pronostics jusqu'à devenir la première avocate sourde profonde de naissance en France. Elle est conférencière aujourd'hui, autrice et entrepreneur. Elle porte aujourd'hui un message fort sur la résilience, l'inclusion et la puissance de la voix, au sens propre comme au figuré. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans Lyon. Merci. Je vous ai préparé une série de questions plutôt personnelles. Oh non. Ah si. Ouh. Pour vous, la parole est un combat. Elle a toujours été un combat. Alors, aujourd'hui, je ne dirais pas ça, mais effectivement, de l'extérieur, on apprécie que ça a toujours été un combat, mais que j'ai mis 20 ans. Je peux parler comme je parle aujourd'hui. Et vous voyez, il y a encore des petites améliorations à faire. Mais j'ai décidé que le reste du travail, ce n'était plus moi qui le ferais. Ça a été un combat aussi parce que quand on n'a pas une façon de s'exprimer normale, facilement compréhensible, on est souvent réduit au silence. Pourtant, on a souvent des choses à dire. Et plus on est réduit au silence, plus on est attentif à la société, attentif à ce qui se passe autour de nous, et plus on voit des signes faibles. Donc oui, ça devient un combat, mais il faut partager tout ça. Parce que pour nous, la parole est naturelle. Exactement, donc vous n'avez pas d'effort à faire, donc forcément, vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe autour de vous de la même façon. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire 2 conférences. Oui. Quelles vont être les thématiques de vos conférences? La première, c'est kiff de handicap. Alors évidemment, je suis très ironique parce que kiffer ce handicap, ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. En revanche, ce que je veux surtout dire, c'est arrêtez de détester cette partie de nous qui est notre handicap et arrêtez de nous rétrécir alors que nous avons une place qui est à part entière. Et c'est aussi l'histoire de votre dernier livre. Exactement. C'est l'histoire de mon dernier livre et en plus, c'est le début d'un mouvement qui porte le même nom pour justement empouvoirer les personnes en situation de handicap. Parce que oui, nous sommes 12 millions en France et nous sommes presque 1,5 milliard dans le monde. Donc nous ne sommes plus des exceptions, nous sommes un peuple. C'est beau ça. C'est très joli. Il y a une deuxième conférence aussi. Oui. Que vous voulez que je vous en parle? Ah oui, absolument. Donc cette deuxième conférence, alors elle est plutôt sur la performance grâce à la diversité. D'accord. Parce que généralement, on voit très bien le concept, mais on ne sait pas en pratique comment aller chercher la performance grâce à la diversité. Donc je vais répondre à cette question cet après-midi. Alors, ça s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, au monde économique, au monde RH, que vous n'aimez pas trop d'ailleurs. Si, je me fais très bien avec les RH, ma meilleure amie est des RH, donc on a fait une étude ensemble, aucun problème. Non, c'est une conférence qui s'adresse effectivement aux chefs d'entreprise, RH, DRH, mais aussi aux personnes concernées par la diversité, pour qu'elles se rendent compte qu'il faut peut-être arrêter de voir le verre à moitié vide, que le verre à moitié plat est encore plus intéressant. C'est joli. On va avancer un petit peu. Le prix de la réussite. C'est une thématique que je voulais aborder avec vous. Les parcours sont souvent admirés, mais il y a souvent une face cachée. En l'occurrence, pour vous, y a-t-il un coup psychologique à devenir l'exemple inspirant? C'est une excellente question, parce que j'ai eu du mal personnellement à assumer cette place dans laquelle je souhaitais me mettre. Parce que je suis vraiment passée de l'aube à la lumière quasiment du jour au lendemain. Et je n'étais pas prête. Ah oui. Tellement pas prête que quand j'ai pris la lumière pour la première fois de manière magistrale, parce qu'il y a eu 28 millions de vues sur les réseaux sociaux, Absolument. quand je suis arrivée au final du Grand Oral. Et donc, il y avait 1 million de vues par jour pendant 10 jours. Et là, je me suis dit, non, mais je ne sors plus de chez moi. Pas de paparazzi, d'hélicoptère au-dessus de ma maison. Je veux continuer à sortir normal, mal habillée, pas maquillée, avec mes enfants, avec mes chiens, normalement. Et en fait, ça a été un travail personnel. Je me suis fait coacher pour savoir comment le transformer
Et c'est ça qui m'a permis de devenir leader depuis nous et d'assumer cette posture. Alors, quelle est la partie de votre histoire dont les médias racontent mal, selon vous? Si je fais court, c'est de ne s'intéresser qu'au volet handicap. Pas à tout ce que le handicap m'a permis de découvrir, m'a permis de comprendre plutôt que la moyenne et à quel point finalement cette différence a enrichi ma vie aujourd'hui, de professionnelle, personnelle, de maman, de femme, enfin de tous les univers sur lesquels j'interviens aujourd'hui. Vous êtes avocate, vous avez été avocate. Oui. Pourquoi avoir arrêté ce métier? Alors, je l'ai arrêté pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas exercé au cabinet, j'ai exercé en entreprise. D'accord. Alors, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon handicap, pour savoir pourquoi, lisez mon premier livre, Abandonné, pas d'interrogation, jamais, et vous comprendrez. Toujours est-il que j'ai fait 8 ans de droit, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être dans les problèmes. C'est-à-dire qu'en plus de mes problèmes à moi, je suis en mode papier de service. Et je suis fatiguée. J'ai envie de légèreté, de fun, de couleur. Et c'est pour ça que j'ai atterri dans le marketing. Et oui, et comment on en arrive justement à passer d'avocat à comment conférencière? Et pourquoi? Alors ça, c'est encore une autre histoire. C'est parce que à l'époque, j'étais encore en phase de reconstruction après une dépression où j'avais programmé mon suicide. J'avais déjà fait 3 ans de thérapie. J'allais très bien. Enfin, j'avais le sentiment d'aller très bien dans ma vie personnelle. Mais néanmoins, je ressentais encore un certain nombre de frais dans ma vie professionnelle. D'accord. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans la perso, plus compliquées à adapter dans le pro. Et donc, à ce moment-là, je faisais du développement personnel pour continuer à progresser sur moi et tout. Et vous voyez souvent des personnes sur scène. Et à chaque fois, ça me procurait énormément d'émotions. J'étais en admiration devant ces personnes, en me disant non, mais jamais je ne pourrais faire une chose pareille. Et je rajoutais évidemment, surtout avec un handicap. Et puis, je rentrais le soir à la maison, je racontais tout ça à mon mari, que vraiment, il était admiratif, c'est incroyable et tout. Et un jour, sur scène, je vois une personne de petite taille. Et là, je me dis, on va voir comment le public va réagir. Et non seulement il réagit très bien, mais en plus, ça a été l'oratrice préférée du public. Donc, je me dis, ah, il y a peut-être une ouverture, je vais la voir et je lui demande, mais alors, comment avez-vous franchi le pas? Oui. Quelles étaient les étapes? Et elle m'a répondu, pas une phrase. Il suffit d'oser. Et quand elle m'a dit ça, oui, ça m'a énervé. Je me suis dit, non, mais ça ne peut pas être aussi facile. Non. Et en fait, elle avait complètement raison. Et donc, je suis rentrée à la maison et à ce moment-là, mon ex-mari m'a offert une formation de conférencière. Et c'est dans cette formation de conférencière que la formatrice m'a dit, non, mais Virginie, tu as un potentiel de dingue. J'ai mis 2 ans à l'écouter. Est arrivé le grand oral. Et oui. C'est ça qui a lancé ma carrière. Absolument. Comment, voilà, je l'ai encore regardé ce matin au petit déjeuner entre vous et moi parce que. Ça vous a réveillé? Mais oui, oui, bien, mais je vous avais vu en direct. Je l'avais déjà vu oui. vraiment en direct. Mais là, la question pour moi, c'était alors là, vous venez de l'expliquer. Vous avez effectivement travaillé, etc. là-dessus. Mais là, vous avez les caméras, vous avez les gens, vous avez un jury, etc., etc. Donc là, comment vous vous projetez sur je vais être jugé sur ma parole, sur la façon dont je m'exprime? Comment vous avez appréhendé et préparé cela? Eh bien, justement, j'avais rappelé cette professeure justement, de conférence qui m'avait coaché. Et j'avais vraiment mis sur la table toutes mes angoisses. Je pense ça, j'ai peur de ça, etc. Et on avait travaillé les contre. Donc finalement, je disais oui, je suis différente, mais c'est peut-être ça aussi qui va me démarquer des autres. Oui, j'ai une voix différente, mais ça va permettre aux gens de se concentrer davantage, de m'écouter mieux, etc. En fait, on a trouvé des parades à toutes mes angoisses et ça a suffi pour me dire, OK, on essaye. À la fin, vous deviez être épuisé.
morte. Allez, on va continuer d'avancer, Virginie. On va arriver justement sur l'inclusion, la réalité ou storytelling, si je puis dire. Beaucoup d'entreprises parlent d'inclusion. Selon vous, qu'est-ce qui relève aujourd'hui de la vraie inclusion et du marketing? Alors, on est vraiment dans le cas par cas. Ce que j'observe quand même, c'est que ce ne sont pas forcément les entreprises qui incluent depuis le plus longtemps, qui incluent le mieux. Il y a eu plusieurs fois des entreprises qui avaient commencé à inclure très récemment, mais qui le faisaient d'une manière remarquable. Parce qu'elles se sont vraiment renseignées sur le sujet, parce qu'il y avait une vraie conviction derrière. Peut-être parce qu'elles étaient peut-être plus petites à taille, et donc plus agiles, plus humaines, plus... Ce qui fait la différence pour moi, c'est qu'on remplit des quotas, les fameux 6%, Absolument. et que c'est quelque chose qui est incarné, c'est-à-dire que les managers sont formés, c'est-à-dire qu'il y a des micro-discriminations qui réagissent, comment, à quelle échelle, et quel est le résultat. Donc, on n'a pas un vrai engagement de terrain pour corriger justement les petites erreurs qui sont normales, parce que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'acculturation. Forcément, il faut accepter de passer par cette étape. Et je ne vais pas torser à d'entreprises faire ce vrai travail de fond. Ce qui est intéressant, Virginie, c'est que vous dites que c'est surtout les petites entreprises qui intègrent le mieux les personnes en situation de handicap. Alors du coup, les grosses entreprises, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Et pourtant, ils ont beaucoup plus de moyens. Alors, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des grosses entreprises qui sont formidables, qui sont exemplaires. Par exemple, à L'Oréal, qui fait partie vraiment des beaux élèves. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, mais rien n'est parfait nulle part dans aucun sujet. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est porté avec conviction, c'est porté par des personnes qui vivent les situations, c'est porté aussi par des réseaux de référents handicap qui sont formés. Et donc, il y a des vraies démarches, à la fois par le haut, c'est-à-dire la direction, et à la fois par le bas, par des initiatives des collaborateurs. Et ça, quand ça marche, c'est parce que justement, tout le monde travaille sur le sujet, tout le monde s'aligne dans la même direction. C'est aussi une société, c'est aussi une question sociétale aussi. Par exemple, est-ce que vous pensez que la société française progresse vraiment ou apprend seulement à mieux communiquer dessus? Ouais. On la passe celle-là. Non, mais en fait, il y a beaucoup de handibashing. C'est-à-dire que quand on regarde la réalité, on ne peut pas toujours être comme on est vraiment en entreprise. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont liés à la diversité, c'est pas qu'en fait, elles ne s'autorisent pas à vivre leurs différences au grand jour. Et tant qu'on n'aura pas ce résultat-là, pour moi, ce n'est pas une vraie inclusion. On va parler un peu justement d'identité et de liberté. On va alléger un peu la fin de cette interview. C'est ça. Justement, si vous n'avez plus rien à démontrer, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Ah, mais rien. Rien du tout. Parce que je trouve que je fais partie des privilégiés en France qui adorent leur vie, qui adorent cette idée de dire mais je suis là parce que j'ai traversé un certain nombre de choses, alors positives comme négatives. Il n'y a pas que du négatif avec le handicap, et puis avec les autres difficultés que j'ai pu traverser. Et le fait que les gens me demandent si jamais demain tu avais une baguette magique pour supprimer ton handicap, est-ce que tu la prendrais? Je réponds toujours non. Parce que c'est ça qui fait ma richesse intérieure. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais que quoi qu'il m'arrive, me sortira. Je ne sais pas comment, mais j'ai la conviction que j'ai les outils pour y arriver. La vie me l'a prouvé tellement de fois. Mais pour le savoir, il faut le vivre. Absolument. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que quand on est différent, quand on sort du cadre et tout ça,
on voit un certain nombre de choses que les gens en général ne voient pas. On sait regarder derrière les étiquettes. Donc on fait des vraies rencontres humaines, profondes. On fait tomber aussi les barrières sociales. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gens se confiaient très facilement à moi parce qu'ils ne se sentaient pas menacés par le fait que même s'il était une supérieure, il était en situation de handicap. Donc, naturellement, j'ai une aura d'ouverture d'esprit, d'accueil et tout ça, même si je ne sais pas si c'est une réalité. En tout cas, j'ai la chance, en fait, d'avoir des conversations d'une profondeur avec de parfaits inconnus. J'ai la chance aussi qu'on me fasse confiance parce que j'ai suffisamment prouvé que j'arrivais à rebondir, quel que soit le métier que je fais, quelle que soit la situation que je traverse. Donc maintenant, les gens viennent me chercher pour ça. Est-ce qu'il y a une Virginie publique et est-ce qu'il y a une différence entre la Virginie qui est là aujourd'hui, qui va être en représentation, et une Virginie dans son intimité? Est-ce qu'elle est différente? Alors, déjà, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à la question. Je vais appeler votre mari alors. Je me la suis posée quand même et je l'ai posée à mon entourage. Moi, j'avais tendance à répondre non, je suis la même, dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Mes enfants me disent non, je ne suis pas exactement vraiment. Nous, on va te dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils me disent en fait, quand tu es en représentation, tu fais quand même un peu attention à ta façon de choisir tes mots. Tu essayes d'apporter, tu essayes, elle me dit c'est vrai, en fait j'essaye d'avoir une parole constructive qui apporte, pas parler pour parler. Alors qu'avec mon enfant en général, Oui. je me dis pas, toi. La deuxième chose sur laquelle peut-être je serais un petit peu différente, c'est que quand je suis dans l'intimité, je fais des choses peut-être un peu plus folles encore. Ah, ok. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore peur, Virginie? La nouveauté, toujours. En fait, je pense qu'il y a vraiment une phrase qui m'a changé la vie. Parce qu'en fait, je suis une trouillarde. On n'a pas du tout la pression quand on regarde mon parcours. Mais c'est une personne qui m'a dit, tu sais, dans la vie, tout le monde a peur. Mais la différence entre les leaders et les autres, c'est que les leaders, ils y vont quand même. Donc, je me suis dit, ok, la posture du leader me va bien. Allez, une dernière question pour vous, Virginie. À quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie pleinement légitime pour la première fois? C'est une super question. Je pense que je me suis sentie légitime pour la première fois quand une personne est venue me demander de l'aide. Donc, de lui présenter une personne, de l'aider dans la truc. Je me suis dit, ah, là, on a arrêté de me coller l'étiquette de victime, de pas capable, de moi que les autres, et tout ça. Ouais. Oh, ça fait du bien. Allez, la dernière, et on arrivera. Vous croyez que c'était la dernière? Oui, mais je vous ai menti. Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez sans lui donner de conseils, juste une phrase, vous lui diriez quoi à cette petite Virginie? Alors, je dirais deux choses, pas une phrase, deux. La première, ne laisse personne décider de ta vie à ta place. Et la deuxième, derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus précieux trésors. Merci infiniment, Virginie.